Françoise, bonjour, merci d'être là par cette après-midi fraîche. Ayez une pensée pour le Premier ministre du Groenland qui a quitté son pays, il faisait 5 degrés. Et là, il est en train de fondre, littéralement. Et on le remercie d'avoir fait cet effort. Alors, comme vous le voyez, on a un très beau panel et on est ravis d'accueillir toutes ces personnalités éminentes. Je vais d'abord donner la parole à Françoise Benamou. Je vous rappelle le titre du débat, « Un monde, plusieurs visions ». Qui impose la sienne? On va voir qui impose la sienne cet après-midi. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bon courage pour la chaleur. On a un panel magnifique, donc je vais être très rapide. Juste après la guerre froide, on a pensé que la mondialisation allait nous débarrasser d'un certain nombre de conflits, notamment territoriaux et idéologiques. Or, aujourd'hui, ces deux types de conflits réapparaissent. Et ils vont de pair avec une guerre des valeurs, une guerre des récits, qui vise à imposer à des populations une histoire qu'elles n'ont pas contribué à forger, qui n'est pas la leur, dans laquelle elles ne se reconnaissent pas. La maîtrise des récits devient un objectif central des diplomaties, autant que la préservation des parts de marché, écrit Michel Fouché dans la revue Le Grand Continent. Nous vivons ainsi dans un monde sans repères, mais avec des visions. Et à la question qui impose sa vision, il est impossible de répondre de manière simple. Il s'agit, pour les géants du numérique, dont la puissance est presque égale à certains États, d'imposer leur vision. Rappelons que leurs rentes technologiques sont aussi des rentes nationales, et c'est pourquoi les États-Unis bataillent ferme contre la vision européenne du respect des personnes ou de la lutte contre les fake news et les manipulations. L'innovation, ce n'est pas le Far West. Du côté des États puissants s'exprime la volonté de contrôler des territoires, de mettre la main sur des ressources rares, de maîtriser le commerce des minerais critiques et des matières stratégiques, de fermer des voies maritimes ou d'en entraver le passage. Le Wall Street Journal posait récemment la question suivante: la liberté des mers a-t-elle été une anomalie historique? Quant à la volonté nord-américaine de mettre la main sur le Groenland et sur ses ressources, elle passe aussi par la diffusion d'un récit truffé de fausses informations. L'Europe est ainsi prise en tenaille entre des puissances. D'un côté, l'hostilité des États-Unis, imposant leur vision en même temps que leurs mesures de coercition. Et puis d'un autre côté, la Chine, dont le Premier ministre a récemment déclaré que les inquiétudes européennes au sujet de l'entrée massive de ces produits technologiques, voitures électriques, panneaux solaires, etc., relevaient, je cite, d'un narratif inamical et qu'il fallait reconnaître l'ampleur des achats de son pays à l'Union européenne. C'est ainsi, désormais, il y a le réel, le déséquilibre commercial de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine d'environ 350 milliards en 2025, et puis il y a le narratif destiné à imposer la vision d'un pays renouant avec ses visées impériales. Alors l'Europe n'a pas le choix. Il faut s'unir, sans doute en des coalitions à géométrie variable selon les sujets. Il faut affirmer sa souveraineté, sécuriser les chaînes d'approvisionnement, l'accès aux ressources. Il lui faut défendre un marché qui, malgré le mépris affiché par des chefs d'État pour son modèle, continue de susciter des convoitises. L'Europe peut et doit d'urgence affirmer sa place, ses valeurs, ses visions. Je vous remercie. Merci beaucoup Françoise. Alors, je rappelle le sujet, un monde, plusieurs visions, qui impose la sienne. Le sujet est large, mais on comprend bien qu'en vous demandant qui impose sa vision, cela implique qui la subit aussi, qui doit se défendre, trouver la manière de s'adapter. En la matière, le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a été pour le moins sollicité, bousculé par Donald Trump. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous d'abord que les projets d'annexion, de conquête du président américain sont encore d'actualité? Et comment cet épisode a-t-il changé votre vision du monde et des rapports entre États? Merci. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud en France, c'est incroyable. Oh, j'en suis désolé, mais il fait chaud, très chaud.
Mais je dirais que l'ordre mondial est aussi très animé. Au Groenland, nous faisons l'objet de très fortes pressions depuis 2 ans, des pressions inacceptables, parce que nous sommes situés à un endroit stratégique. Alors on ne voit pas encore la fin, mais on essaie de mettre en place des mesures en ayant un dialogue direct entre le Groenland et les États-Unis. Nous avons un accord de défense depuis 80 années. Nous avons fait preuve de respect mutuel avec nos partenaires, mais nous voyons que le monde est en pleine mutation. On va d'ailleurs revenir là-dessus. On veut être respectueux, on veut coopérer, on veut garantir la sécurité dans notre région. Cela ne nous pose pas de problème. Mais la façon dont nous voyons le monde maintenant, c'est qu'il est en plein changement. Au Groenland, on dit nous voulons travailler de concert, on veut nouer des partenariats avec des pays qui ont les mêmes valeurs, des pays qui partagent les valeurs de la démocratie, de respect pour le droit international, le respect des droits de l'homme et consorts. Ce sont les pays avec lesquels nous voulons tisser des alliances. Et dans le cadre de cette crise, la France et l'Union européenne nous ont apporté un soutien indéfectible parce qu'ils partagent les valeurs de la démocratie et du respect. Un soutien incommensurable. Il y a 3 jours, l'envoyé spécial des États-Unis au Groenland, il nous a dit que Donald Trump avait renoncé à cette idée d'annexer le Groenland. Mais la pression est toujours là et il faut se serrer les coudes. Les pays qui partagent les mêmes valeurs seront avec nous. Le Groenland sera toujours du côté de l'Union européenne avec la France. Le Groenland veut être du côté des pays nordiques, du Danemark et de l'OTAN. Et c'est quelque chose que nous devons faire. Nous, avec le Canada, je pense qu'on doit se rapprocher davantage du Canada et je pense que tout le monde en tirerait parti. Alors je vais aller un petit peu plus loin. On parle souvent de résilience au sein de l'Union européenne, on parle souvent de compétitivité, on parle aussi d'une dépendance moins forte vis-à-vis des pays. Nous disposons de ressources que l'on peut utiliser au Groenland. On peut faire en sorte que les pays européens et le Groenland dépendent moins de la Chine en ce qui concerne les activités minières. Donc nous devons travailler de concert, nous devons nous serrer les coudes. Et s'agissant des États-Unis, le Groenland ne renoncera jamais à son droit à l'autodétermination. Nous ne renoncerons jamais à nos valeurs et nous ne sommes pas à vendre. Merci en tout cas de votre soutien. Monsieur le Premier ministre, et merci pour ce merci à la France, parce que c'est vrai que la France a soutenu le Groenland, elle a même envoyé des forces au Groenland en pleine crise. Bon, une quinzaine d'hommes, c'était pas... Mais évidemment, c'était le symbole et c'était aussi important de rappeler que c'est un territoire européen. C'est ce que vous avez fait, Jean-Noël Barrot, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires européennes. Alors, je ne vais pas vous demander est-ce qu'on allait se battre vraiment au Groenland contre les États-Unis, mais en tout cas, à l'occasion de cet épisode, Donald Trump a fait valoir un récit qui a pu surprendre en Europe, mais qui a peut-être ouvert la guerre des récits. Comment vous positionnez-vous dans cette guerre des récits ? Merci d'abord de me donner l'occasion d'échanger avec d'illustres personnalités et un authentique héros européen. Souvenons-nous l'année dernière, quand sous la pression colossale et impérialiste de l'Amérique, Jens Frederik Nielsen s'est levé et il a dit non, le peuple groenlandais a choisi l'Europe, a choisi l'OTAN, il n'est pas à vendre, il n'est pas à prendre. Il a fait preuve ce jour-là d'un courage inouï. Ce jour-là, il était le visage de l'Europe. Bravo! Et ça nous amène effectivement à cette question des récits.
les nations ont besoin de récits pour tenir, parce qu'elles ne sont pas simplement formées d'institutions, de territoires, de frontières, d'administrations. Ce sont aussi des espaces de projection et de représentation. Et donc, en se donnant des récits, elles permettent à des vies très différentes de tenir ensemble. Et cela, nos adversaires et nos rivaux l'ont parfaitement compris, qui développent des récits très affirmatifs et qui nous livrent une bataille dans le champ des perceptions, qui nous livrent une guerre des récits. Ce sont justement ces nouveaux empires qui se sont munis de récits révisionnistes sur un certain nombre de principes que le Premier ministre a rappelés, sur l'autodétermination des peuples, sur l'intangibilité des frontières, et des récits qui s'accompagnent, chacun l'aura remarqué, d'un dénigrement systématique de l'Europe, de l'Union européenne, qui, au fond, correspond à un contre-modèle qu'il faudrait affaiblir ou qu'il faudrait abattre. L'Europe est décadente, l'Europe est déclassée, l'Europe est une valeur du passé, l'Europe est au bord de l'extinction civilisationnelle. Et nous, eh bien, pendant ce temps-là, nous sommes restés trop longtemps en retrait de la bataille des récits. Pourquoi ? Bien, sans doute en partie parce que, considérant que nos idées ont une portée universelle, nous avons estimé qu'elles s'imposeraient d'elles-mêmes et qu'utiliser quelque part les artifices de la fiction ou de la narration, c'était en quelque sorte une forme de trahison. Et le résultat, eh bien, c'est qu'un peuple, une civilisation, comme le disait Françoise tout à l'heure, qui renonce à écrire son propre récit, sa propre histoire, eh bien, elle se condamne à subir le récit que d'autres écrivent à sa place. Au fond, quand on n'a pas son propre récit, on se laisse intoxiquer par celui des autres, par leurs obsessions, par leurs standards, par leur culture, par leur langue. Et tout ça n'est pas nouveau, c'est même une mécanique très ancienne. Écoutez ce que disait ou ce qu'écrivait déjà Stefan Zweig de l'Europe il y a un siècle, en 1925. Le vrai danger pour l'Europe me semble se situer sur le plan de l'esprit, dans l'importation de l'ennui américain, de cet ennui abominable, bien particulier, qui là-bas, sourd de chaque pierre et de chaque maison des rues numérotées, cet ennui qui n'est pas, comme jadis, l'ennui européen, celui du repos, assis sur le banc d'une taverne à jouer au domino et à fumer la pipe, une manière de dilapider son temps, certes paresseuse mais tout à fait inoffensive. L'ennui américain, lui, est agité, nerveux et agressif. Il s'affaire avec une ardeur urgente, s'étourdit dans le sport et les sensations. Il n'a plus rien d'un jeu, mais court comme possédé par une folie furieuse, fuyant éternellement devant le temps. Il s'invente des médias artistiques toujours nouveaux, comme le cinéma ou la radio, nourriture de masse pour alimenter les sens insatiables, et il transforme la communauté d'intérêt du plaisir en corporation, aussi gigantesque que le sont ses banques et ses trusts. C'est d'Amérique que vient cette vague effrayante de l'uniformité qui donne la même chose à chacun, le même complet sur le dos, le même livre à la main, le même stylo-plume entre les doigts, la même conversation aux lèvres et la même automobile en lieu et place de la marche. Et de manière funeste, c'est une même volonté de monotonie qui menace depuis l'autre côté de notre monde, depuis la Russie sous une forme différente, la volonté de morceler l'être, d'uniformiser la vision du monde, la même effrayante volonté de monotonie. Alors, face à l'intoxication de l'esprit européen par le récit des autres, que faire ? Eh bien, tout simplement raconter notre propre récit et dire qui nous sommes. Un pays, un continent, une civilisation qui s'est forgée au fil des siècles par les arts, la philosophie, la science et le droit, et qui a apporté des avancées majeures sur le plan technologique et démocratique. Un pays, un continent dans lequel on vit mieux qu'en Chine ou aux États-Unis, c'est un fait. On vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, et on vit plus libre aussi. L'espérance de vie est plus longue, la mortalité infantile est plus faible, 2 fois plus faible qu'en Chine ou aux États-Unis, les inégalités aussi. Et puis quand on regarde l'Union européenne comme organisation politique, eh bien on a là sous les yeux la coalition la plus avancée de nations dans le monde, le marché économique le plus vaste et la société la plus démocratique. Alors oui, l'Europe
contrairement à ce qu'on entend toute la journée, peut être une superpuissance au XXIe siècle. Elle en a tous les atouts. Une superpuissance indépendante qui résiste, comme le Premier ministre Nielsen, à la pression, à la poussée des empires, et une superpuissance démocratique à laquelle se rallieront l'immense majorité des peuples du monde qui, comme nous, entendent rester libres et ne pas avoir à choisir un camp. Donc oui, l'Europe peut être une superpuissance au XXIe siècle, à la seule condition d'en avoir la volonté et le courage. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, les tensions économiques et diplomatiques se sont multipliées au début de l'année, mais depuis fin février, on est passé au stade supérieur, à la guerre au Moyen-Orient. Et très vite, ceux qui ne le connaissaient pas vraiment ont appris à situer le détroit d'Ormuz. Alors, ce détroit, évidemment, Rodolphe Saadé, il le connaît bien, ce détroit où passe 20% du pétrole mondial, notamment dans les navires de CMA-CGM, votre groupe. Des rapports de force qui se durcissent, des routes commerciales qui se fragilisent. Comment votre groupe s'adapte-t-il à cette donne géopolitique, Rodolphe Saadé? Bonjour à tous. Je commencerai par un mot, compliqué. Et quand on entend Monsieur le ministre et le ministre du Groenland, on dit encore plus compliqué. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis dans un secteur qui est le transport maritime et la logistique, où on n'a pas un camp à choisir. Nous, on est payé pour acheminer une marchandise du point A au point B. On doit respecter les règles, mais notre objectif principal est de répondre à un besoin d'un client, qu'il soit américain, européen ou asiatique. Et on ne peut pas se prononcer, ce n'est pas à nous de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Nous, tout ce qu'on fait, c'est on essaie de faire notre boulot. Et par rapport au détroit d'Ormuz, depuis la fin du mois de février, avec le blocage du détroit, nous avons eu environ 11 navires qui étaient bloqués dans le détroit. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé que le détroit pourrait fermer. On a toujours dit, ça n'arrivera jamais, ils trouveront toujours une solution avant d'appuyer sur le bouton. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où il y a une multitude de crises. En fait, il y en a 120. Et ces crises multiples, pas parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive que les autres vont disparaître. Bien au contraire, il faut essayer de jongler avec cette multitude de crises et faire en sorte de s'adapter et à offrir un service à nos clients. Donc aujourd'hui, 3 mois après, nous avons eu un navire qui a été touché par un missile, qui a été endommagé. On a eu des membres d'équipage qui ont été brûlés. On n'a pas pu aller chercher notre navire pendant un certain nombre de semaines. Aujourd'hui, le navire a été escorté jusqu'à bon port, mais il a tellement été endommagé qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas l'envoyer à la casse? Vous allez me dire, votre métier devient très dangereux. Vous avez raison, parce qu'avec cette multitude de problèmes dans les détroits, on entend parler éventuellement d'un détroit d'Ormuz qui deviendrait payant. Pour nous, ce serait une catastrophe que le détroit soit payant. Le transport maritime doit être libre, doit être accessible par tous. Et si le détroit d'Ormuz devient payant, dans ce cas-là, pourquoi pas Malaga et pourquoi pas d'autres endroits dans le monde. Donc ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée et c'est une chose qu'il faut essayer d'éviter de voir se passer. Donc à partir de là, sur nos navires, un est sorti, le deuxième également, mais pour le moment, on en a 4 autres qui sont bloqués. On attend, parce qu'aujourd'hui, la clé n'est pas entre nos mains, elle est entre les mains des États-Unis et surtout de l'Iran, qui décideront, le jour venu, de nous donner la possibilité de faire sortir nos bateaux. Mais cette situation n'est pas tenable, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse travailler dans un cadre apaisé, où on peut acheminer notre marchandise sans avoir à se demander si un bateau va être touché par un missile, si un membre d'équipage va pouvoir s'en sortir ou pas, parce qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis de nos marins. Il faut qu'on leur offre un lieu de travail qui soit sécurisé. Et de nos jours, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Une fois qu'on a dit ça, l'objectif, c'est de s'adapter. Et le meilleur moyen de s'adapter, c'est d'offrir des alternatives au détroit d'Ormuz. C'est ce qu'on a décidé de faire. Et on a investi dernièrement dans le port de Sohar, dans le sultanat d'Oman, où, dans le cas où le détroit continue à être bloqué, on pourrait décharger la marchandise dans ce port et ensuite on achemine par voie terrestre. Donc ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de prendre position, c'est juste d'être en mesure de pouvoir offrir des solutions qui sont crédibles.
nos coûts ont augmenté de manière significative. Le pétrole est monté, maintenant il est redescendu à un niveau plus ou moins acceptable. Les assurances ont beaucoup augmenté également. À nous de trouver des solutions pour faire en sorte que cela ne pénalise pas non plus le transport maritime. Sur le long terme, ce qu'on essaie de faire également, c'est de regarder au-delà de cette crise en se disant il faut continuer à investir parce que je suis dans un secteur où les investissements se font sur du long terme. La vie d'un navire est de l'ordre de 25 ans et donc quand on investit sur long terme et donc on continuera à investir dans le long terme dans notre métier et de faire en sorte d'offrir des solutions innovantes à nos clients. On investit énormément dans l'intelligence artificielle parce que quand on a une vision de long terme, l'intelligence artificielle, la décarbonation sont des secteurs qui sont importants à nos yeux. Peut-être pour résumer mon propos, le monde est comme il est complexe, il est compliqué, il faut s'adapter, trouver des solutions, être en mesure d'offrir des alternatives quand elles sont possibles, ne pas trop réfléchir, foncer parce que quelqu'un d'autre décidera à votre place. Merci. Alors, dans ce monde devenu dangereux, bien sûr, les groupes de défense sont sous les projecteurs, notamment, par exemple, ceux qui fabriquent des drones. Et Safran en produit, entre autres activités. Ross McInnes, vous êtes chairman de Safran. Vous n'êtes pas là spécialement pour parler de Safran, mais on peut parler quand même un peu de défense. La guerre ne concerne pas le seul Moyen-Orient. Aujourd'hui, elle est sur le territoire européen, en Ukraine. Comment l'Europe peut exister? Quelle vision peut-elle défendre quand le monde semble dominé par ce qu'on appelle maintenant les empires? Merci. En effet, plusieurs visions qui imposent la sienne. Il y a 3 empires qui semblent se profiler. La Russie, recherche d'une reconstitution de l'URSS, un défi direct au cœur de l'Europe, un récit qui est peu pertinent pour nos sociétés, mais qui est insidieux et fourbe via les réseaux sociaux. Les États-Unis, alors là c'est clair, impérial, décomplexé, nous ne sommes plus des alliés, nous sommes des vassaux, une attitude hostile à nos valeurs européennes, qu'il recherche à influencer, non pas de manière fourbe, de manière très décomplexée, et bien un soutien aux extrêmes, un récit interventionniste, agressif, frontal. Finalement, la Chine, pas de récit explicite, ne trouve pas beaucoup d'écho dans nos sociétés, c'est mercantiliste, cultivant la dépendance ou la prédation, tentant d'imposer le Sud et le Nord. Ce sont tous des adversaires de nos valeurs européennes que Jean-Noël Barrot a rappelé. Ce sont des ennemis du contrat social, de la cohésion, de la diversité ethnique et culturelle, de l'état de droit, du multilatéralisme et de la liberté politique et économique. Autrefois, il y avait le Comintern, maintenant il y a le Popintern, les populistes internationaux. Alors, notre récit, c'est le plus beau. Exprimons la vision, trouvons les mots et les moyens de le défendre. Cela dit, pour se défendre, il faut être attractif et fort. Notre modèle social, qui a beaucoup de vertus, est inspirant, mais il est à bout de souffle. Il nous faut donc trouver, en tant qu'Européens, le consensus pour l'adapter. À défaut, la désillusion et peut-être même la faillite nous guettent pour 2027. Nos politiques devront endosser, eux, le récit de la vérité. Et pour une fois, je souhaiterais donner tort au général de Gaulle, qui, pessimiste, a écrit « Ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection. » Je pense que nous devons essayer de lui donner tort. Et je conclurai, puisque tous nous sommes nombreux à nous être replongés dans les œuvres de Marc Bloch à l'occasion de sa panthéanisation, puisqu'on parle de récit et de vérité, je terminerai par une citation de Marc Bloch. « Je tiens la complaisance envers le mensonge de quelque prétexte qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'esprit. À mes compatriotes, pour 2027, je dis gare aux lépreux. » Après Zweig, Marc Bloch, ouais, on est bien. Alors, comment l'Europe peut-elle résister face aux empires, exister et proposer autre chose? Je vais poser la question au ministre grec des Finances et président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis. C'est bon? Il faut d'abord que l'Europe soit un endroit sûr et fort, une grande puissance économique. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous répondre en anglais. First of all,
Alors, l'Europe ressent la chaleur, au même titre que nous ressentons la chaleur. Alors moi, je viens de Grèce et lui vient de Groenland. Moi, je ne devrais pas ressentir la chaleur de la même façon que lui, mais on ressent bien la chaleur ici. Mais le changement conceptuel a un impact sur la façon dont on voit le monde. L'innocence géopolitique est terminée. Alors moi, je ne parle pas simplement de l'invasion russe en Ukraine. Moi, je parle des changements majeurs dans la façon de percevoir les choses. Deuxièmement, je dirais qu'il y a un changement drastique qui s'opère, notamment sur la façon dont on doit instrumentaliser nos politiques en Europe. Je vais vous donner une anecdote qui porte sur le Groenland. Lors de la première réunion de l'Eurogroupe que j'ai présidée au mois de janvier, nous avons eu une discussion sur le Groenland, mais il fallait élire un vice-président de la Banque centrale européenne. Il y avait 6 candidats et alors c'est vrai qu'une personne m'a dit qu'avec 6 candidats, il faudra des mois pour élire un vice-président. Alors, ce que nous avons décidé, c'est que si on peut élire un vice-président de la Banque centrale européenne alors que nous devons défendre la souveraineté européenne, l'intégrité territoriale, alors moi, la chose que je me suis dit, c'est que nous devions élire le vice-président en 30 minutes, même si on pensait qu'il fallait 4, 5, 6 mois. Alors, bien sûr, la façon dont on élit quelqu'un, ce n'est pas très intéressant pour les Européens. Mais ce qui est important, c'est de mettre en lumière la volonté politique, la détermination politique. Donc, en Europe, nous savons exactement ce que nous n'avons pas fait pendant des années. En fait, ce que nous avons fait, c'est que les dividendes de l'évidence, nous n'en avons pas totalement profité. L'union énergétique, l'union bancaire ne sont pas une réalité. Nous devons parler de la technologie. La technologie, c'est des technologies de rupture. Bien sûr, vous avez l'intelligence artificielle. Il y aura un débat sur l'intelligence artificielle et il faut une doctrine et une stratégie pour renforcer vos capacités de souveraineté. Je dirais que la mauvaise façon d'opérer les choses, c'est de voir la souveraineté comme l'autonomie. L'autonomie, c'est une dimension et l'Europe a cessé de faire cela. C'est souvent la souveraineté par le contrôle. Nous avons des champions européens, nous avons des champions de la banque, des champions technologiques. En fait, ce qui est important, c'est de changer d'état d'esprit, de mentalité. En fait, on ne doit pas penser aux champions nationaux, des champions allemands, français, grecs, mais il faut avoir des champions européens. Est-ce que l'on doit faire cela dans tous les domaines? Oui, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la bourse, dans le domaine des services financiers. Si en fait les entreprises européennes ne peuvent pas croître et si on n'en fait pas des champions, ces entreprises ne seront pas en mesure de rivaliser dans un monde où les ruptures sont essentielles. C'est aussi simple que cela. Donc, alors, il faut changer de contexte. Mais ce que je dirais, la chose la plus importante, c'est que nous avons besoin d'un changement de mentalité. Et lorsque l'on voit ce qui se passe dans le monde, et en raison de ce que j'ai dit au début, l'innocence géopolitique est terminée. Et je pense que la génération actuelle d'hommes politiciens comprend tout cela. Les générations passées ont débattu d'union bancaire, d'union énergétique, d'union technologique, des télécommunications. Nous savons que nous devons être à la hauteur ensemble et nous devons répondre en fait à toutes ces exigences. Donc moi je suis optimiste. Comme Churchill l'a dit, je suis optimiste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Je suis optimiste parce que je pense que cette génération peut être à la hauteur des défis qui se posent à elle. Alors, renforcer l'Europe qui doit apprendre à vivre différemment sa relation avec les États-Unis. Jenna Ben Yehuda, vous êtes vice-présidente de l'Atlantic Council. Bonsoir, bonjour. Un réflexe. Est-ce que finalement, le changement de relation avec Washington est une occasion pour les Européens de s'autonomiser, de se renforcer et même de regagner un certain leadership? Well, first of all,
Tout d'abord, merci beaucoup. On nous a dit que ce panel allait être chaud, mais je ne savais pas que ça allait être aussi chaud que ça, mais je suis très heureuse d'être ici avec vous tous. C'est le 3 juillet, demain, c'est le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tout d'abord, j'aimerais remercier la France et je veux vous rappeler à tous que la France était là pour aider la France lors de à ce moment-là. Donc nous avons beaucoup d'histoires en commun. Nous avons beaucoup d'histoires en commun. Donc lorsqu'on parle de nos partenaires, nos alliés, c'est un mariage qui a duré très très longtemps. Je suis marié depuis 21 ans. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile, hein, le mariage. Si vous multipliez cela par 4, cela devient difficile parce que les partenaires changent. On change pendant nos vies. Nous ne sommes pas les mêmes que nous étions lorsque nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? Donc, pour avoir un mariage qui dure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de flexibilité, il faut une reconnaissance que les choses changent, que les personnes changent. Et quelquefois, cette évolution a lieu à des vitesses différentes. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Puisque plusieurs personnes ont donné des cotations de plusieurs autres personnes, c'est Eisenhower qui, dans les années 50, a dit « Si nous avons encore des troupes américaines en Europe d'ici dans 10 ans, on aura fait une énorme erreur. » Et ça, c'était dans les années 50. Donc, il est évident que l'Europe doit faire plus pour sa défense collective. Ce n'est pas une idée nouvelle pour l'administration Trump. C'est une idée qui circule depuis les années 50 et plus récemment avec Obama et ensuite avec Biden. On peut avoir une discussion robuste sur la nature de cette conversation et comment la tonalité et le teneur de cette conversation a changé. Mais je pense que largement, on veut la même chose. La différence, c'est qu'on les veut à des vitesses différentes. L'administration Trump veut voir des résultats rapidement. Il y a un écart entre les résultats que Washington souhaiterait voir et la capacité d'Europe de rattraper ce retard et d'obtenir ces résultats. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, 250 milliards de dollars ont été consacrés à la défense européenne. Et cela fait partie du plan de l'OTAN. Il a un plan, une capacité. Et donc, cela correspond bien à l'importance de la technologie et tout ce que la technologie nous apporte. On ne peut pas rester dans des salles et attendre pendant des mois pour prendre des décisions. Il y a une guerre terrestre qui a lieu en Europe actuellement. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale de la même façon. Et la guerre change constamment. Nous avons beaucoup à apprendre du courage et de l'innovation des Ukrainiens qui peuvent nous beaucoup apprendre sur comment construire une base industrielle militaire. Et ensuite, on va parler à l'OTAN et on va voir ce sommet de façon différente, le sommet de Hague. À la Hague, il s'agissait de l'engagement. Maintenant, il va s'agir des résultats. L'OTAN produit des résultats, l'Europe produit des résultats. Quelquefois, les résultats sont faciles à atteindre rapidement et d'autres prennent plus de temps. Mais nous avons beaucoup de choses en commun. Nous devons nous rappeler la nature de nos adversaires. Il ne s'agit pas seulement de la Russie, il s'agit de la Corée du Nord, l'Iran et Chine. Ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble de façon qui sont beaucoup plus complexes et plus... qui était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui c'est qui fournit des drones pour tuer des Ukrainiens? Ce sont des Chinois. Qui est-ce qui achète le pétrole russe? Beaucoup d'autres pays. Donc on doit se rappeler de la complexité de cet instant actuel et qu'il y a beaucoup de technologies impliquées dans tout cela. Dans 10 ans, on ne va plus parler du nombre de missiles, on va parler du quantum, de la technologie quantique, la sécurité de nos systèmes, puisque actuellement nous sommes dans un moment où l'épine dorsale de nos économies sont en train d'être transformées en temps réel devant nos yeux. On peut penser à un mariage différent. On pourrait rester avec le mariage que nous avons déjà et reconnaître que c'est difficile et quelquefois les partenaires ne sont pas d'accord. Mais en fin de compte, il y a beaucoup d'objectifs que nous partageons ensemble. Merci.
une querelle de couple, hein, vous avez compris. Le divorce n'est pas prononcé. Mais ce que dit Jenna, c'est que c'est aussi peut-être l'occasion de déclencher un électrochoc qui peut réveiller l'Europe, qui doit plus se prendre en charge. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, je crois qu'il faut toujours mettre les choses en perspective. La relation, le mariage entre les États-Unis et la France, il nous ramène à l'histoire d'un autre héros européen, la figure de Lafayette, qui à 19 ans désobéit à tout le monde, embarque à Bordeaux sur un navire pour aller rejoindre ces valeureux combattants de l'indépendance aux États-Unis et pour leur prêter secours. Et puis 150 ans plus tard, ce sont à nouveau des jeunes courageux, valeureux de 19 ans, des jeunes Américains qui sont venus débarquer sur les plages de Normandie pour libérer la France, pour libérer l'Europe et pour défendre les valeurs que nous avons en partage et en commun. Alors bien sûr, il arrive que nous ayons des désaccords, mais aucun de ces désaccords n'efface la profondeur de cette relation qui s'ancre dans une perspective, dans une vision commune. Ensuite, sur la question de la prise en charge par l'Europe de sa propre sécurité, je vais vous dire quelque chose qui est à être un tout petit peu provocateur. Les États-Unis et la France sont parfaitement alignés. C'est-à-dire que l'Europe doit devenir progressivement, et c'est vrai dans le champ de la défense, c'est vrai dans d'autres champs également, plus indépendante. L'Europe doit aux États-Unis d'Amérique d'avoir su construire sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale l'organisation démocratique la plus avancée au monde. Nous n'aurions sans doute pas réussi à le faire sans la bienveillance et sans le soutien américain. Mais c'était vrai dans l'esprit d'Eisenhower, comme c'était vrai dans l'esprit des pères fondateurs de l'Europe. L'objectif, c'était bien que l'Europe grandisse et qu'elle s'émancipe et qu'elle devienne indépendante. Et donc au moment où les États-Unis font le choix de revoir le niveau de leur engagement sur le continent européen au sein de l'OTAN, ne pleurons pas sur le lait renversé. Prenons cela comme une opportunité pour l'Europe de développer sa propre vision, ses propres capacités au sein de cette alliance, l'OTAN, qui nous a permis de vivre en paix sur ce continent depuis des décennies. Il y a d'autres sujets de désaccord avec les États-Unis, mais sur cette question-là, de prise en charge par l'Europe de sa propre sécurité, je crois que nos visions convergent. Depuis quand l'Europe n'a pas imposé sa vision au monde ? Vous savez, depuis quand l'a-t-elle imposée, plus exactement ? Vous savez, le monde d'hier, pour reprendre une autre référence de Stefan Zweig, a été largement façonné par l'Europe. Le monde dans lequel nous vivons, l'ordre international fondé sur les règles, qui est né de la Deuxième Guerre mondiale, avec des principes que les uns et les autres nous avons rappelés. Le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense. Le droit imprescriptible des peuples à l'autodétermination et l'intangibilité des frontières, tout cela n'est pas tombé du ciel il y a 80 ans, quand était signée la Charte des Nations Unies à San Francisco. Tout ça est l'héritage de siècles de guerre et de paix en Europe. Et donc tout cela est un héritage dont nous sommes les dépositaires et que nous devons défendre. Ce que nous voyons en revanche, c'est une rivalité grandissante entre deux superpuissances. La superpuissance qui s'est imposée au XXe siècle, les États-Unis d'Amérique, et la superpuissance émergente, la Chine. Et on a connu dans notre histoire des périodes où deux superpuissances rivalisent pour obtenir en quelque sorte la domination. Et ces phases de transition hégémonique créent en général beaucoup d'instabilité, beaucoup de volatilité, beaucoup de risques et de conflictualité. Et donc pour l'Europe, c'est une invitation, c'est même une injonction à créer les conditions de son autonomie stratégique et sa souveraineté, cette idée que nous portons, que le président de la République porte depuis 10 ans et qui commence, comme le rappelait le ministre des Finances, à produire un certain nombre d'effets. Jens Frederik Nielsen, est-ce que vous vous sentez en sécurité en Europe ? Je pense qu'il y a beaucoup de mariages un peu bizarres actuellement dans le cadre de l'ordre mondial nouveau. Non, comme je disais, je suis d'accord avec le ministre Barrot lorsqu'il dit que les dépendances de l'Europe vis-à-vis d'autres pays doivent être réduites. Et c'est là que je pense que le Groenland peut
contribuer. Je pense qu'un partenariat plus étroit entre le Groenland et les pays européens, et je dis encore les pays qui partagent nos valeurs, la démocratie, les droits humains, etc., et un ordre international basé sur des règles, nous pouvons contribuer à cause du manque de minéraux qui existe en Europe, la dépendance sur la Chine dans ce domaine précis. On peut participer en ce qui concerne l'énergie, l'hydroélectricité également. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites que l'Europe est trop dépendante sur d'autres pays. En Groenland, de notre point de vue, nous essayons bien sûr de résoudre nos problèmes de mariage avec les Américains. Nous avons un accord de défense avec eux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était un ordre basé sur des règles avec un respect pour les partenaires. Maintenant, c'est en train d'être mis au défi et on essaie de résoudre ce problème avec le dialogue. On ne voit pas la fin de ce dialogue encore, mais l'espoir n'est pas une stratégie. Quand le monde est en train de changer comme il est actuellement, on doit se rapprocher beaucoup plus. En Europe, avec le Canada, on doit se rapprocher de ces pays-là, le Canada, l'Europe, et d'autres pays qui partagent les valeurs de la démocratie et de la liberté. Ainsi, on sera moins dépendant que sur des pays qui ont des valeurs différentes. Et ça, c'est un point clé. Je pense qu'on peut participer en Groenland. On promet un partenariat très fort. On va pouvoir obtenir quelque chose qui est difficile à d'autres endroits, par exemple en Chine. Empêché de parler, pardon. Je vous en prie, merci. Pour réagir à notre invitée américaine, puisqu'on parle en termes de mariage, in terms of NATO, one sometimes gets... En ce qui concerne l'OTAN, on a l'impression que papa est parti de la maison. Mais en plus, il dit, je ne vais pas payer la pension alimentaire. Et donc, je crois que pour que l'Europe s'organise en matière de défense, oui, à un moment donné où nous allons demander à nos citoyens de faire des sacrifices en matière de welfare state, on va passer du welfare state au warfare state, un mélange des deux, on ne peut pas se contenter de dépenser cet argent en achetant de l'équipement américain. Donc il faut aller jusqu'au bout de cette logique et que nous ayons notre propre résilience. Ça veut dire qu'entre Européens, sur un certain nombre de programmes, en puisant dans des ressources technologiques qui existent en France, en Allemagne, en Grèce, en Pologne et ailleurs, constitués sur des programmes, des objets sur lesquels nous pourrons dépenser l'argent de nos contribuables, de nos citoyens, et nous affranchir de Daddy. Jenna Ben-Yehuda, vous vouliez répondre. Jenna aimerait répondre, juste pour répondre à cela. Dans ma maison, les femmes travaillent aussi. Hein. Peut-être que papa est parti, mais en fait, la femme a son propre diplôme et gagne de l'argent pour elle-même. Donc je pense qu'il y a une opportunité, une vraie opportunité pour que l'Europe peut raconter son propre histoire, pour puisse chercher ce mouvement et de se déplacer avec clarté et précision et de reconnaître qu'il y a un moment stratégique, pas seulement pour dépenser de l'argent sur la défense. On parle beaucoup de dépenser de l'argent, on a besoin de capacités. Les capacités de remettre en place les systèmes de défense, et il y a des entreprises fantastiques qui permettent de le faire, mais une grande partie de cela, c'est l'interopérabilité. Pourquoi acheter plein de choses qui ne communiquent pas? Ça n'a aucun sens. Il faut avoir un niveau de confiance et de fluidité et de vitesse. Et pour cela, il faudrait une croissance à travers l'Europe, une économie de l'innovation qui actuellement n'est pas assez forte. Pour répondre à cela, heureusement, nous avons quelque chose que nous n'avons pas fait depuis très longtemps. Bien sûr, la défense, c'est un domaine où on n'a pas fait grand-chose depuis longtemps. Oui, est-ce qu'il y a des gains faciles dans la défense? Oui, chaque pays achète la même chose 27 fois, mais on a tous besoin de choses. Évidemment, on a besoin de protection de la frontière, des satellites et des drones. Donc la valeur de faire des achats communs est énorme. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Oui, on l'a fait. Ça s'appelait l'Agence spatiale européenne. On l'a déjà fait, ça c'est facile. Une autre chose qui est moins facile, c'est de faire des choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas de budget infini.
Et donc, l'idée devrait être, c'est de dire, si vous voulez avoir votre souveraineté, ce n'est pas la même chose comme l'autonomie. On ne peut pas créer des champions en Europe dans tous les domaines. Donc, actuellement, les champions américains détiennent 3/4 du marché en Europe. En ce qui concerne le cloud, donc en Europe, on n'a que 2%. Mais pour le 5G, nous avons la capacité, en ce qui concerne l'infrastructure, nous avons 2 champions globaux, en Finlande et en Suède, qui sont les concurrents des entreprises chinoises, pas les Américains. Donc, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Européens? Est-ce qu'on a créé un écosystème autour de ces entreprises, surtout puisque la première administration Trump a pris une position forte? Non, on ne l'a pas fait. On a toujours un marché télécom complètement fragmenté. Nous n'avons pas de stratégie claire. Donc, tout d'abord, il faut s'organiser chez nous, il faut régler le problème de plomberie du système économique européen pour déclencher cette croissance potentielle qui est évidente devant vous. Et deuxièmement, vous devez faire des choix qui doivent être stratégiques pour ne pas être indépendant de façon asymétrique. Vous n'allez pas être complètement indépendant, mais vous serez moins dépendant. Vous pouvez créer de la couverture et c'est tout à fait possible de le faire. Débat s'enflamme un peu entre l'Europe et les États-Unis, entre les hommes et la seule femme de ce débat. Et c'est intéressant de le voir aussi. Je voudrais, Rodolphe Saadé, puisque c'est rare de vous avoir à disposition pour nous parler du détroit d'Ormuz, vous en avez beaucoup parlé, vous nous avez donné même des chiffres, vous nous avez expliqué que vous avez encore 4 bateaux qui sont bloqués. Et je vous ai trouvé un peu pessimiste, parce que j'ai l'impression que vous cherchez d'autres voies qu'Ormuz et que vous avez l'air de prendre très au sérieux le fait que le droit de la mer pourrait changer, qu'il y a une réelle menace. Est-ce que vous pensez que vous pourrez envoyer de nouveau vos bateaux dans le détroit d'Ormuz? Peut-être je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit précédemment. J'ai eu l'impression qu'on faisait un peu le procès de l'Amérique. Et alors si je reprends le terme de mariage, il y a des jours avec et des jours sans. Et je pense que ce qui est positif avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Amérique dit à l'Europe, maintenant bougez-vous. Et il y a un an, à la même époque, on s'est retrouvés ici, on avait peut-être un peu moins chaud, mais on a dit exactement la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Alors c'est bien de dire c'est la faute de l'Amérique, et on n'aime pas ce qui se passe aux États-Unis. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue-là, même si c'est vrai qu'on est un peu pris au dépourvu par la Nouvelle-Amérique. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que le temps n'est pas enfin venu de dire que l'Europe doit enfin se bouger, mettre un plan d'action en place et arrêter de critiquer tout ce qui se passe ailleurs? Vous n'en voulez pas aux États-Unis pour Ormuz, en tout cas. Je répète ma question, vous n'en voulez pas aux États-Unis pour Ormuz? J'en veux à tout le monde dans ce cas-là. Si je peux que je parle de ce qui se passe à Ormuz, moi je suis pour un marché qui est ouvert, des océans qui sont ouverts au transport maritime et au commerce. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis de nature très optimiste. Mais quand une crise dure aussi longtemps, c'est normal et qu'il coûte aussi cher à tout le monde, parce que ça ne coûte pas cher uniquement aux transporteurs maritimes, mais ça coûte cher à vous aussi. À un moment donné, on aimerait bien que tout ça s'arrête et qu'on passe à autre chose et que les guerres d'ego, on les mette de côté. À cette heure, il n'est pas question de renvoyer des bateaux. À cette heure, dans les conditions actuelles, il n'est pas question de renvoyer des bateaux à Ormuz. Là. Pour l'instant, non. 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 Et ça pourra prendre combien de temps selon vous? Demain matin, je peux vous dire, écoutez, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Ou alors, dans 6 mois, de vous dire, on est toujours bloqué. Qui vous dit ne passez pas, les Américains ou les Iraniens? Aujourd'hui, les Iraniens. Les Américains vous disent que vous pouvez y aller à vos risques et périls, mais ce sont les... No comment. On tente, hein. Alors, il y a très peu de temps pour poser des questions, mais est-ce que dans la salle, quelqu'un veut poser une question à nos débatteurs? Non? Quand même. Si, là-bas, au fond. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'apporter un micro à la personne qui se trouve au fond? En principe, hein, ça doit pouvoir se faire. La personne qui est là-bas. Avec une chemise hawaïenne. Ouais. Oui, on n'a pas de préjugés. Non, la question est d'abord au ministre Barrot, qui a très bien parlé. Quel avenir voyez-vous dans ce que
le Premier ministre Carnet a parlé à Davos, une alliance des puissances moyennes. Alors, évidemment, Union européenne, Canada, Brésil, peut-être pas parce qu'il y a les BRICS, l'Inde. Est-ce que c'est une voie d'avenir ou c'est un slogan politique temporaire? Je crois que c'est vous, oui. Non, je pense que c'est la bonne marche à suivre, ouvrir cette troisième voie entre les deux superpuissances dont je disais qu'elles s'affrontent, et pour y parvenir, d'abord faire un travail sur soi-même, et on l'a entendu de différentes manières tout au long de cette discussion. L'indépendance, l'autonomie stratégique de l'Europe est indispensable pour qu'elle puisse résister au chantage, à la coercition, aux intimidations. Donc d'abord un travail sur soi-même et puis ensuite des alliances avec d'autres. Le Canada a été cité par le Premier ministre du Groenland, mais également l'Inde, le Brésil, d'où je reviens. Bref, un certain nombre de puissances qui se vivent comme non alignées et qui veulent, elles aussi, échapper, si l'on peut dire, aux sphères d'influence de ces nouvelles superpuissances. Mais ces alliances-là, elles ne nous exonèrent pas, en premier lieu, de faire le travail indispensable sur nous-mêmes. On voit d'ailleurs se constituer d'ores et déjà ce type de coalition. Vous l'avez vu pour l'Ukraine, où pour la première fois dans leur histoire, la plupart des pays européens se sont regroupés pour mettre en commun leurs capacités militaires dans le cadre d'une mission internationale, de manière à ce qu'une fois la paix scellée, elle puisse être garantie. Et puis on le voit à nouveau dans le cadre du détroit d'Ormuz, où la France, avec le Royaume-Uni, ont rassemblé plusieurs dizaines de pays qui se tiennent prêts à apporter des services de déminage ou d'escorte pour que le trafic maritime puisse reprendre le plus rapidement possible. Donc on voit d'ores et déjà des exemples de ce type de coalition qui ne choisissent pas un camp, mais qui veillent à préserver leur indépendance tout en la construisant dans une relation respectueuse de la souveraineté de leurs partenaires. Jenna, on ne va pas parler d'infidélité, mais comment vous regardez ce regroupement de pays qui ne sont ni du côté de la Chine, ni du côté des États-Unis? Look, middle power. Les pouvoirs du milieu, ça c'est un sujet à la mode. Je pense que Mark Carney a donné de la place à un sentiment qui est ressenti par beaucoup de pays. Il ne se voit pas dans l'image de Donald Trump. Ils ne veulent pas faire partie non plus de la République populaire de Chine. Ils cherchent des alternatives. Mais il y a des réalités sur les marchés. Et le ministre a dit tout à fait, il faut faire attention lorsque vous avez des hypercroissances. Vous avez des quantités énormes de finances qui sont nécessaires pour être compétitifs dans certains domaines. Est-ce qu'il faut plus de place pour des voies alternatives? Est-ce que nous pensons à des opportunités de faire participer des pays qui n'étaient pas avec nous d'abord? Il y a une réalité, les pays doivent se défendre eux-mêmes. Il y a des problèmes énormes de chômage de jeunes en Afrique. On parle de l'immigration maintenant, mais nous ne sommes pas du tout prêts pour les menaces à l'avenir. Sans parler de ce que l'IA pourrait nous apporter comme problème. Quelquefois, il y a des notions un peu romantiques, mais personnellement, je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire de façon urgente. Nous ne sommes pas seulement dans une situation d'urgence au niveau de la sécurité, nous sommes dans une situation où les briques de construction pour construire l'avenir sont tout à fait libres à disposition de tout le monde. Peut-être que le résultat final ne va pas du tout ressembler à ce que nous connaissons actuellement. C'est pour cela qu'on bat actuellement. Cela peut être les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas une question de choisir une équipe, mais les pays doivent réfléchir à quels sont les choix. Et ils sont plus étroits et plus limités qu'on pourrait penser, effectivement. Et pour répondre à ce point, je pense que la technologie va être un moteur important également avec la géopolitique. Si on devait quantifier cela dans une seule phrase,
Nous devons rationaliser le passé, nous avons dédramatisé le présent et nous avons sous-estimé l'avenir. Avec la densité d'événements qui ont lieu actuellement, l'accélération technologique qui avait lieu pendant la décennie, imaginez les évolutions technologiques pour ma génération. Du club vidéo jusqu'à Netflix, il a fallu pas mal de temps. 10 à 15 ans avec l'IA, les changements de même type ont lieu en l'espace de quelques mois ou quelques semaines. Typiquement, on comprend le monde de façon linéaire. Là, c'est exponentiel. Les changements sont exponentiels. Et historiquement, les systèmes politiques réagissent beaucoup plus lentement. Donc, nous avons ce défi à confronter également. On doit se défendre. Tout d'abord, on doit mieux comprendre ce qui se passe devant nos yeux. Nous avons la capacité de comprendre ici en Europe. On a besoin de travail. Ce qui manquait, c'était le logiciel politique et la volonté politique. Ces deux choses existent maintenant et ont manqué pendant longtemps. Notre temps. Merci à Françoise Benamou. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ah, il n'y a plus de micro. Bon, alors en tout cas, et merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Thank you.